Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a une mission vraiment fascinante devant nous. Ah oui, le sujet du jour est assez massif, je suis ravie qu'on s'y attaque. Ouais, carrément. On va plonger au cœur d'un ouvrage qui est une référence absolue en fait. C'est la 4e édition du livre Les fondements de l'informatique, du silicium au Bitcoin. Écrit par Hugues Bersini, Pascal Franck et Nicolas von Zeebroek. Un trio très pointu sur la question. C'est ça. Et l'objectif de notre discussion, pour ceux qui nous écoutent, notre auditoire de curieux, c'est vraiment d'aller bien au-delà de l'interface habituelle, vous savez, le truc où on clique sans réfléchir. L'idée, c'est de démystifier cette fameuse boîte noire, oui. Exactement. C'est comment l'humanité a réussi ce truc de dingue. Passer d'un simple grain de sable, le silicium, à des intelligences artificielles capables de générer des symphonies entières. Ou de diagnostiquer des maladies ultra complexes, oui. Voilà. Et le tout sans se noyer dans le jargon, parce que le but ultime, c'est de reprendre un peu le contrôle intellectuel sur ces machines qui régissent tout, quoi. Absolument, chaque aspect de notre quotidien. C'est indispensable aujourd'hui. Bon, décortiquons ça. Le livre ouvre direct sur une comparaison hyper audacieuse, celle du cerveau humain face à la machine. Oui, alors l'ordinateur, c'est vraiment la machine conçue par l'humain qui s'assimile le plus au fonctionnement de notre propre cerveau, du moins dans ce qu'il a de plus rationnel. Oui, parce que la machine n'a pas d'émotion, on est bien d'accord. C'est ça. Concrètement, si on observe l'architecture, on remarque que l'ordinateur imite le cerveau à travers 4 fonctions fondamentales. D'abord, il y a l'acquisition. C'est ce qu'ils appellent la dématérialisation, c'est ça, hein? Exactement. Prendre l'info du monde extérieur. Ensuite, on a le traitement de cette info. Le calcul, la prédiction ou la comparaison. Donc je vois, je réfléchis, et après? Après vient la mémorisation et la transmission, ce qui est rendu possible à l'échelle planétaire par les réseaux aujourd'hui. Et enfin, la restitution. Donc nos écrans, les haut-parleurs, tout ça? Voilà. La grande différence qui donne vraiment le vertige, c'est l'échelle de vitesse. Un neurone humain a besoin d'à peu près une milliseconde pour communiquer avec son voisin. Une milliseconde, ouais. Dans un microprocesseur, une donnée circule en moins d'une nanoseconde. On parle d'un système de communication 1 million de fois plus rapide que notre biologie. 1 million de fois, c'est une différence d'échelle qui est presque impossible à visualiser pour nous. Et cette première fonction dont tu parlais, l'acquisition ou la dématérialisation, c'est vraiment le point de bascule? C'est ce qui a transformé notre réalité, oui. Tout phénomène, que ce soit une chanson, une transaction financière, une empreinte digitale, ou même le lèche-vitrine du samedi après-midi, tout finit par être désincarné. Pour devenir de l'information purement numérique. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est ce que certains philosophes dans le livre nomment la silicolonisation du monde. La silicolonisation, le mot est fort. C'est un concept ultra puissant. L'information est littéralement extraite de son support matériel historique. Pendant super longtemps, la musique, elle avait besoin de la surface d'un vinyle. Ou d'une cassette, ouais. L'argent, c'était des pièces métalliques. Le savoir exigeait de l'encre et du papier. Aujourd'hui, une fois réduite à l'état de données binaires, cette info devient libre de toute contrainte physique. Elle est duplicable à l'infini sans perte. Et transmissible à la vitesse de la lumière. En fait, le monde physique, avec toutes ses lourdeurs, il est complètement aspiré par cette fluidité numérique. C'est exactement ça. Mais du coup, pour que ce monde si fluide fonctionne sans qu'on s'arrache les cheveux au quotidien, il faut une organisation interne d'une complexité redoutable. C'est un millefeuille technologique. Les auteurs utilisent d'ailleurs une allégorie super brillante pour expliquer comment toute cette mécanique nous est cachée. L'allégorie de l'immeuble. Le principe de l'abstraction fonctionnelle, oui. J'adore cette métaphore. Moi aussi. Alors, à la cave de cet immeuble, on a les circuits électroniques physiques. Un vrai dédale de fils où circulent des impulsions. Ensuite, au rez-de-chaussée, il y a les portes logiques. Ces minuscules composants qui prennent des décisions basiques, du type oui ou non. C'est ça. Au premier étage, on trouve les instructions élémentaires que le processeur comprend. Au deuxième, c'est là qu'on croise les programmeurs qui écrivent en Python, en Java. Les langages intermédiaires, voilà. Et tout en haut, peinard dans le grenier aménagé, il y a l'utilisateur final, qui clique sur sa souris. Le génie de cette architecture en couche, c'est l'isolation. Déjà au XVIIe siècle, René Descartes théorisait qu'il fallait diviser un problème complexe en sous-tâches simples.
Et l'informatique a juste pris ça à la lettre. Totalement. Quand on calcule une moyenne dans un tableur, le clic interagit avec le logiciel visuel qui appelle le système d'exploitation, Qui génère des instructions en assembleur. qui active des milliards de portes logiques dans la cave, laissant passer des électrons. Et l'utilisateur au sommet de l'immeuble n'a absolument pas besoin de parler le langage électrique de la cave. Heureusement pour nous. Oui. Chaque étage fait juste confiance à l'étage inférieur pour faire son job. Mais pour comprendre comment cette machine vertigineuse a vu le jour, faut remonter un peu dans le temps. L'ouvrage consacre des pages passionnantes à Alan Turing. Une figure incontournable. Tâche de la machine Enigma pendant la guerre. Le film m'a beaucoup aidé, oui. Mais ce qui est central ici, c'est son invention conceptuelle à l'âge de 24 ans. La machine universelle. Ce qui est fou, c'est que c'était même pas une machine physique. C'était une pure expérience de pensée en 1936. Comment un concept sur du papier a pu définir toute l'informatique moderne? C'est quand même dingue. En fait, Turing a imaginé un dispositif d'une simplicité désarmante. Un ruban de papier infini, divisé en cases, une tête de lecture-écriture qui se déplace de gauche à droite, et un système avec différents états internes. Et ça fait quoi concrètement? Selon l'état de la machine et le symbole lu sur la case, elle écrit un nouveau symbole, change d'état et se déplace. C'est tout. Et ça, c'est la base de tout. Tous les ordinateurs actuels, du supercalculateur météo au smartphone dans notre poche, ne sont que des incarnations physiques extrêmement rapides de cette machine de 1936. L'ordinateur classique est la seule machine totalement dépourvue d'intention propre. Attends. C'est-à-dire, un outil comme un marteau a bien une intention intégrée dans sa forme, non? Justement, un marteau est fait pour planter des clous. Un grille-pain est fabriqué avec l'intention exclusive de griller du pain. L'ordinateur, lui, est une page blanche. Il ne veut rien faire par défaut. Ah, je vois. Sa fonction dépend uniquement de la séquence d'instructions qu'on lui donne. Ce qu'on appelle un algorithme, oui. D'ailleurs, les sources rappellent que ce mot dérive du savant perse du IXe siècle, Al-Khawarizmi. Celui qui voulait rendre clair l'obscur et simple le complexe. C'est ça. L'ordinateur attend bêtement qu'un algorithme lui donne un but, que ce soit calculer une trajectoire spatiale ou faire tourner un jeu vidéo. Évidemment, l'évolution vers cette machine telle qu'on la connaît, s'est pas faite en un jour. Le livre retrace cette histoire en commençant par les cartes perforées d'Hermann Hollerith à la fin du XIXe siècle. Pour le recensement américain, oui, des trous dans du carton pour laisser passer un contact électrique. Puis on arrive dans les années 40 avec des monstres comme l'ENIAC, des calculateurs qui remplissaient des pièces entières avec des milliers de tubes électroniques fragiles. Qui consumait l'électricité d'une petite ville, faut-il le préciser. Grave, mais progressivement, le matériel s'est standardisé, laissant la place au vrai maître du jeu, le logiciel. Et pour illustrer ça, l'ouvrage raconte une anecdote historique folle à la fin des années 70. La fameuse erreur stratégique monumentale d'IBM. Voilà. À l'époque, IBM fabriquait tout en interne. C'était le roi absolu. Sauf que la pression montait. Face à l'émergence de jeunes entreprises comme Apple, IBM devait sortir vite un ordinateur personnel. Et pour aller plus vite, ils ont sous-traité. Une décision totalement inédite pour eux. Les dirigeants en costume d'IBM sont allés voir une petite boîte nommée Intel pour le microprocesseur, le cerveau physique. Et en même temps, ils ont embauché une autre jeune pousse, Microsoft, dirigée par un certain Bill Gates. Pour le système d'exploitation, l'âme logicielle. Exactement. Et c'est un tournant majeur. Parce qu'Intel et Microsoft acceptent, mais ils imposent une clause qui les ranodine, mais qui va retourner l'économie mondiale. La non-exclusivité. C'est le véritable cheval de Troie de la technologie. Ça voulait dire qu'ils gardaient le droit de vendre ce même processeur et ce même logiciel à n'importe quel autre fabricant. Du jour au lendemain, n'importe qui dans un garage pouvait assembler un ordinateur compatible IBM. C'est la naissance du standard Wintel, la contraction de Windows et Intel. Ça a brisé la chaîne de valeur historique. Le marché a été inondé de clones et IBM a été relégué au second plan de sa propre révolution. Ça a prouvé que la vraie valeur, le pouvoir intellectuel et financier, c'était le code du logiciel et les standards, pas le métal de la machine. Tout à fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si le logiciel est devenu le roi incontesté, la prouesse matérielle qui fait tourner tout ça, elle dépasse l'entendement. L'industrie du hardware s'est jamais arrêtée de courir. Avec l'invention du transistor en 1947 au laboratoire Bell notamment. Sans doute l'invention la plus importante du XXe siècle. Ce minuscule composant vient remplacer les énormes tubes qui surchauffaient. Au début, c'est juste un petit interrupteur basé sur du silicium. Mais la vraie magie,
c'est la course à la miniaturisation. Une course dictée par la fameuse loi de Moore de Gordon Moore en 1965. C'est ça. Il avait remarqué que le nombre de transistors sur une puce doublait tous les 2 ans, à coût constant, et cette prédiction a tenu bon pendant des décennies, nous propulsant dans une croissance exponentielle de la puissance de calcul. Les sources donnent des chiffres qui filent le vertige. Un processeur historique d'Intel, le 4004 de 1971, faisait 60 000 opérations par seconde. C'était déjà miraculeux. Et aujourd'hui, En 2022, un processeur banal fait près de 1000 milliards d'opérations par seconde, une puissance multipliée par 15 millions en 50 ans. Mais le détail qui m'a tué dans le livre, je sais ce que tu vas dire. L'exploration spatiale. oui, en 1969, la NASA utilisait des systèmes IBM de la taille de plusieurs armoires pour envoyer Neil Armstrong sur la Lune. Aujourd'hui, tu vas au supermarché, tu achètes une brosse à dents connectée à 30 balles. Et la puce dans le manche possède 90 fois la puissance de calcul des ordinateurs d'Apollo 11. C'est complètement dingue. On utilise la puissance de la conquête spatiale pour vérifier l'arrière de nos molaires. C'est hilarant, c'est vrai, mais ça révèle une vérité profonde sur la banalisation de la technologie. La puissance de calcul est devenue une commodité, aussi invisible que l'eau courante. Le coût d'un transistor approche aujourd'hui de 0. Mais justement, cette banalisation, cette pseudo-dématérialisation stockée dans des nuages invisibles, elle cache une brutalité industrielle bien réelle. Le virtuel n'a jamais été aussi physique. Ce qui est fascinant ici, c'est la déconnexion entre notre usage et la réalité de la fabrication. Les sources parlent de l'entreprise néerlandaise ASML. La seule au monde capable de fabriquer les machines pour graver des puces à 3 nanomètres. 3 nanomètres, c'est 100 000 fois plus fin qu'un cheveu humain. C'est presque la taille d'une poignée d'atomes. Pour atteindre cette finesse, sans que tout se brise, le procédé ressemble à de la science-fiction dure. ASML utilise la lithographie extrême ultraviolet. J'ai lu ça, c'est un truc de fou. Ils projettent des microbilles d'étain fondus dans le vide. Et un laser industriel ultra puissant vient frapper chaque gouttelette en plein vol, 2 fois. La première aplatit la goutte, la seconde la pulvérise. Créant une explosion de plasma plus chaude que la surface du Soleil. C'est ce plasma qui émet le flash de lumière ultraviolet nécessaire pour graver le silicium. Et ça se produit 50 000 fois par seconde, dans une machine de 100 000 composants qui coûte 300 millions d'euros. C'est de l'ingénierie poussée à ses limites absolues. Et au-delà du prodige, les auteurs insistent sur la facture écologique de ce monde virtuel. Pour ces processeurs, le silicium et le cuivre ne suffisent plus. Non, l'industrie a besoin d'environ 70 éléments chimiques différents, Presque tout le tableau de Mendeleïev. y compris des terres rares dont l'extraction ravage les écosystèmes. L'impact est colossal. L'eau, par exemple. TSMC, le géant taïwanais qui fabrique la majorité des puces, consomme à lui seul l'équivalent de 70 piscines olympiques d'eau douce chaque jour pour purifier ses plaquettes. C'est un enjeu géopolitique majeur. Le livre donne aussi l'exemple du bilan carbone d'un iPad mini. 70 kg de CO2 sur son cycle de vie. Mais le pire, c'est que 80% des émissions viennent de la fabrication. Avant même qu'on appuie sur le bouton d'allumage. C'est un argument irréfutable contre le renouvellement frénétique de nos appareils. Clairement. Et tout ce déploiement matériel d'énergie fossile, ça sert en fin de compte un seul objectif. Permettre à des milliards d'interrupteurs de basculer entre 0 et 1. Toujours plus vite. Ce qui nous amène à la question de base. L'humanité est pleine de nuances, d'émotions. Pourquoi l'ordinateur est-il si rigide, si binaire? Pourquoi on n'a pas fait des ordis qui comptent de 0 à 9, comme nous? Le choix du binaire repose sur 3 piliers d'ingénierie: simplicité, économie et tolérance aux erreurs. Électriquement, c'est infiniment plus fiable de détecter si le courant passe fort ou pas du tout, plutôt que de mesurer 10 variations subtiles. L'analogie du variateur de lumière. Exactement. Un variateur, c'est complexe, ça grésille. Un interrupteur mural classique, c'est basique, pas cher, allumé ou éteint, aucune ambiguïté. Si les ordinateurs devaient discerner 10 niveaux de voltage, ils seraient restés d'immenses machines hors de prix et toujours en panne. Le binaire, c'est la garantie de robustesse, ok? Mais comment on passe d'un interrupteur de salon à une machine qui réfléchit? En organisant ces transistors en portes logiques, les fameuses portes et ou non. C'est là que l'informatique rejoint la philosophie antique. Le syllogisme de Socrate. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mort. C'est l'essence du traitement de l'information. On combine 2 transistors en série, le courant sort uniquement si le premier et le deuxième sont activés. On vient de recréer la conjonction logique est physiquement.
Et en parallèle, c'est où? Et avec ça, à des échelles astronomiques, la machine fait des mathématiques. Mais d'ailleurs, sur les maths, il y a un truc contre-intuitif. Comment une machine matérielle peut concevoir un nombre négatif ou faire une soustraction? Ah, le fameux codage en complément à 2. Ça ressemble à de la magie noire de mathématiciens. C'est clair. Comment ça marche? C'est une ruse conceptuelle pour contourner la physique. Au lieu de créer un circuit exprès pour le signe moins, on utilise le compteur kilométrique d'une vieille voiture comme analogie. S'il est à 0 et qu'on recule d'un cran, il affiche 99999. C'est ça. Le processeur prend les 0 et les 1 d'un nombre, les inverse tous, ajoute 1 et traite ce résultat comme une valeur négative. Ça permet de faire des additions et des soustractions avec exactement les mêmes portes logiques. Une sacrée économie de moyens. Donc le calcul est réglé, mais il faut aussi conserver la donnée. Le fameux piège de l'information. Comment on fige un courant électrique pour créer de la mémoire? Grâce au circuit bistable, on prend deux portes logiques inversées, des noms ou, et on relie la sortie de l'une à l'entrée de l'autre. Une boucle fermée. Le serpent qui se mord la queue. L'impulsion entre et elle tourne en rond indéfiniment tant qu'il y a du courant. C'est la mémoire vive, la RAM. Exactement. Le bit est captif. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire fondamentalement? On a une cave avec des milliards d'interrupteurs qui tournent en boucle, qui gardent des 0 et des 1 et les additionnent. Mais à quel moment ce 0 électrique devient la lettre A ou une note sur Spotify? La réponse tient en deux mots. Convention humaine. Faut bien comprendre que pour le processeur, un 1 ou un 0 n'a strictement aucun sens. La machine ne comprend rien. Elle manipule juste des symboles selon des règles syntaxiques. L'apparition du sens, la sémantique, c'est un acte humain. C'est nous qui décidons via des standards. Le code ASCII, par exemple. On a décidé collectivement que la séquence de 8 bits 01000001 représenterait la lettre A majuscule. Et aujourd'hui, avec l'Unicode, l'UTF-8, on englobe tous les alphabets du monde. Le sens n'est qu'une question d'interprétation logicielle. L'ordinateur est juste un miroir de nos propres conventions. Si on ouvre un fichier texte avec un lecteur de musique, on entendra juste un bruit strident, parce que le logiciel cherchera des fréquences sonores là où il y a des lettres. C'est la parfaite illustration. Le sens n'est pas dans le silicium, il est dans l'accord tacite entre les programmeurs et nous. C'est le moment de récapituler le chemin immense qu'on vient de parcourir. On a vu l'informatique naître d'un concept sur papier, par Turing, s'incarner violemment dans la matière avec ASML et les lasers, s'organiser en portes logiques, Et finir par structurer nos systèmes financiers et notre art grâce aux logiciels et aux standards Wintel. L'objectif des auteurs, c'était de prouver que comprendre ça, c'est refuser d'être un consommateur passif hypnotisé par son écran. Et c'est réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'ouvrage laisse une réflexion vertigineuse en suspens sur les limites de la physique. L'ordinateur classique approche d'un mur. À force de miniaturiser, on se heurte à des trucs quantiques, non? L'effet tunnel, oui. Les électrons se téléportent d'un circuit à l'autre, causant des erreurs. Sans parler de la chaleur. Donc les labos explorent la suite. Les nanotubes de carbone, les transistors optiques qui utilisent la lumière pure pour être 100 000 fois plus rapides. Et bien sûr, l'ordinateur quantique, basé sur la superposition de Schrödinger, le qubit qui échappe au binaire pour être simultanément 0, 1 ou une infinité d'états. Et c'est précisément sur cette vision d'avenir qu'on va clore notre réflexion. Si la manipulation de simples interrupteurs ouverts-fermés a suffi pour bouleverser l'histoire humaine et nous emmener sur la Lune, à quoi ressemblera notre réalité le jour où ces machines calculeront à la vitesse de la lumière ou dans plusieurs états simultanés? C'est un vertige absolu à méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.